Ouf, je suis nerveux un peu. Je suis toujours nerveux quand c'est vient le temps d'aller rencontrer des gens que je connais pas comme ça. On dirait que ça ramène tout à l'idée qu'on a peur des gens qui ont des troubles de santé mentale. J'ai comme peur qu'ils soient pas contents, qu'ils me revirent. Je suis comme gêné de montrer que je fais un projet comme ça puis que j'enregistre les gens. Tu sais, quand t'arrives avec des écouteurs, puis un micro, puis tout un kit comme ça, tu sais. Ma perche est une grosse moumoute dessus pour protéger le vent, là. C'est comme pas discret du tout, là. Oh yeah! C'est vert. OK, pas d'arrêt ici, pas d'arrêt ici. Automne 2019. Éric est détenu depuis 18 mois maintenant. Suzanne m'informe que la sortie de prison de Éric est imminente. Je me prépare à passer les premiers jours de liberté avec lui. Je veux voir comment il s'organise et comment ça se passe pour lui. Et puis enregistrer tout ça. Quelques jours avant la date de sortie, Suzanne m'informe cependant que le docteur Titley va hospitaliser Éric et tenter de lui trouver une place dans une ressource adaptée à ses besoins. Parce que s'il est remis en liberté, il ne suivra pas son plan de traitement, son état de santé va se détériorer et il a besoin d'être encadré. Suzanne pense que c'est une bonne chose. Elle y croit. Éric, lui, est plus ou moins d'accord. Le jour de sa sortie de prison, il est transporté à l'hôpital. Le docteur Titley le rencontre à l'urgence psychiatrique. Tous deux acceptent que j'assiste à la rencontre. On s'est installé dans un petit cubicule, une salle d'examen, près de l'entrée de l'urgence. Je peux rester debout, moi. OK. Bon, fait qu'on on va discuter de la situation. Là. Il y a plusieurs points. Là. Juste un instant, on a dit que ça prendrait une période de temps avant que je sois... Au pavillon de la montagne? Oui, c'est ça, j'ai appelé tantôt. Oui, ça c'est un enjeu. Pas un an, quand même. Okay. Mais ça pourrait être long. Malheureusement, ils n'ont pas de place. En attendant, je vous propose d'être à l'hôpital. Si c'est le cas, en étant à l'hôpital, vous devenez prioritaire. Prioritaire, c'est ce que je pensais. Parce que vous occupez un lit dans un hôpital, ça, il n'y a rien de plus prioritaire que ça. Ça coûte tellement cher, c'est tellement... Donc, il faut essayer de trouver des solutions de compromis, il faut essayer de créer d'autres solutions. Fait que là, mes inquiétudes étaient, si on ne vous imposait pas un certain cadre, c'était risqué. Ça, je craignais que vous retombiez dans vos mauvaises habitudes, de votre désir de liberté qui vous amenait à être à la rue, puis finalement avoir des comportements criminels. Oui, c'est ce que je me disais. Tantôt, j'ai pris le temps de réfléchir ici. Quand je suis arrivé ici, je me disais que ça avait de l'allure que ça soit structuré. Parce que si ça aurait été trop... si j'aurais sorti un matin, là, j'aurais pas de maison, j'aurais pas d'appartement, c'est pas normal. Là. Ça fait longtemps que non, c'est sûr que c'est mieux que j'aille là, que je suis content dans le fond qu'ils me gardent à l'hôpital. Parce que dans le fond, là, plus que je veux de liberté, plus que j'ai le nez, plus que je me ramasse en dedans. Fait que je suis mieux d'y aller un peu étape par étape, là, comme pas un enfant, mais quasiment là. Je suis content d'entendre ça. C'est exactement la vision que j'ai aussi. Dès que vous allez avoir cheminé dans votre établissement suffisamment pour être solide pour ne pas refaire de vol, ben, on tentera un autre type de suivi. Est-ce que c'est possible, si je continue à être calme et à coopérer avec le médecin personnel, puis est-ce que je pourrais avoir des droits de sortie? La question donc des sorties, je vous avoue que ça m'inquiète. Et malheureusement, je suis pas prêt aujourd'hui à vous donner la réponse pour ça. Okay. Il va falloir être patient. Okay. Merci, puis on se revoit dans les prochains jours. Là. Okay. Pour le moment, Éric sera donc hospitalisé, parce qu'il n'y a pas encore de place pour lui à la résidence où le docteur veut l'envoyer. Je te laisse aller, je vais juste accompagner Philippe au bord. OK. Salut, bonne chance. Ensuite, la pandémie de COVID-19 frappe. La planète s'arrête de tourner et je perds contact avec Éric. Tous mes efforts pour obtenir des autorisations d'enregistrement sont en péril à cause de la pandémie. Je me demande même si je vais pouvoir continuer le projet. Les mois passent. Comme tout le monde, je suis confiné à la maison.
Août 2021. La planète sort peu à peu de sa torpeur. J'envoie un texto à Suzanne pour l'informer que j'ai réussi à obtenir une bourse pour le projet. Elle me répond par un message vocal. Je suis tellement contente pour toi, Philippe, mais vraiment très contente. Et je pourrais ajouter à ton documentaire des tournures d'événements. Oui, le système m'a laissé complètement tomber. En psychiatrie, ils l'ont laissé tomber. Bref, c'est ça, mon cher Philippe. Écoute, je te laisse, je prends le volant présentement. Encore une fois, là, je suis très, très contente pour toi, Philippe. Intrigué par son message, j'organise un appel vidéo avec elle. Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien. Elle m'explique que finalement, Éric est resté 2 mois à l'hôpital avant d'avoir une place au pavillon de la montagne, une ressource intermédiaire que tout le monde appelle East Angus. Je suis désolé, la qualité du son n'est pas extraordinaire. Donc, il est allé à East Angus. Écoute, quand même, c'était une grande pièce, là, Philippe. Une salle de bain plus grande que la mienne, un walk-in, une belle grande fenêtre. C'était très, très ensoleillé. Puis finalement, à un moment donné, bon, ça commençait, là, toujours les autres. Là, il a commencé à zigonner pour la bouffe. Ça a commencé à chier. Il était plus content. Là, j'ai eu connaissance en cours de route. Il faisait des petites fugues. Il a réussi à trouver la faille dans le système d'alarme. Et là, quand la police l'ont ramassé, ils l'ont ramené au centre. Il a dit, je ne vais plus revenir ici, je ne vais plus revenir ici. Et puis donc, ils l'ont amené à l'hôpital. Fait qu'évidemment, ils ne peuvent pas le garder en psychiatrie à vitam aeternam. Alors là, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est lui trouver un privé. Une ancienne résidence pour personnes âgées qui ont reconverti en résidence en santé mentale en novembre 2020. Et ça a duré 1 mois et demi. Il y a des entrepôts pas loin, il y a une école pas loin. Fait qu'il a fait quand même opus operandi, lui, là d'aller voler. Il a dû consommer, je ne sais pas. Évidemment, il s'est fait arrêter. Donc, il est retourné à l'hôpital. Là, j'ai appelé à l'hôpital, le suivi intensif en psychiatrie. Et là, on m'informe qu'il n'est plus à l'hôpital non plus. Ils l'ont sorti. Puis là, je me dis, par tout le système, je me sens très libre. Fait que, tu sais, tes portes tournantes, là, c'est clair, merci, hein? Bref, Éric serait en cavale. Personne ne semble savoir où il est. Je me dis qu'on va réentendre parler de lui sous peu. Il va faire une autre niaiserie, puis les policiers vont encore lui mettre la main au collet. Une Xème arrestation est à prévoir. L'arrestation est un moment important parce que, dans le processus qui mène une personne à entrer ou à rester dans le cycle des portes tournantes, ça commence toujours par une arrestation. Parce que la police, c'est la porte d'entrée du système judiciaire. Selon des chiffres relativement récents, même si le taux de criminalité a diminué de 36 % au cours de la dernière décennie, le nombre d'interventions policières, lui, est clairement en hausse. Au Canada, en 2012, on disait qu'une intervention policière sur 5 concernait une personne vivant avec un problème de santé mentale ou lié à l'utilisation de substances. En 2018, au Québec, c'était 70 % des déplacements policiers qui étaient liés aux problèmes de santé mentale, de détresse et de suicide. Bref, de plus en plus, pour les policiers, l'intervention en santé mentale et auprès des gens en détresse, c'est le gros de leur travail. Fut un temps où, pour ce type d'intervention, l'approche de prédilection était l'utilisation de la force. On apprenait même il y a quelques années que 70 % des personnes tuées par la police au Canada vivaient avec des troubles de santé mentale. Pour cause,
Les policiers ne sont ni psychologues, ni psychiatres, ni travailleurs sociaux. Ils sont formés pour courir après les voleurs, comme on dit. Heureusement, les choses changent. Pour faire face à cette réalité qui gobe énormément de temps et de ressources dans les services policiers, se dessine une tendance de plus en plus lourde, celle de créer des escouades policières spécialisées. L'objectif avoué de ces escouades, c'est de libérer des policiers patrouilleurs d'interventions longues et complexes, de diminuer le phénomène des portes tournantes et de minimiser les transports à l'hôpital de personnes qui, au fond, ont surtout besoin de services sociaux. Le service de police de la ville de Sherbrooke, avec son EMIP, l'équipe mobile d'intervention psychosociale, fait partie de cette mouvance. L'EMIP, fondée en 2016, c'est l'idée de jumeler un policier et un travailleur social dans la même autopatrouille. C'est surtout l'association des forces de l'ordre et des soins de santé. Bonjour, ça va bien? J'ai rendez-vous avec Éric Roger puis Guillaume Proulx. Le service de police de Sherbrooke m'a accordé l'autorisation de passer une soirée complète avec une des équipes de l'EMIP, formée de Guillaume, un agent de police, et de Sylvie, travailleuse sociale attachée au CIUS de l'Estrie. Monsieur, il est sous le coup d'une ordonnance. Ça veut dire que sa psychiatre est passée devant un juge. Le juge a autorisé la psychiatre à lui donner un traitement puis un hébergement. Puis il a comme condition de respecter ce traitement-là puis cet hébergement-là. Dans ces conditions, il doit demeurer dans un organisme ici à Sherbrooke. Lui, il n'est pas supposé non plus de pouvoir consommer, là. Fait que le fait qu'il a consommé, il n'a pas dormi là. Fait que l'organisme a contacté sa psychiatre pour lui dire qu'il n'a pas respecté ses conditions. Ce qu'elle nous demande, là, c'est si vous le retrouvez puis qu'il n'est pas en boisson, le ramener à son centre d'hébergement. Mais s'il est en boisson, comme l'organisme ne le reprendra pas, elle nous demande à ce moment-là de le ramener à l'hôpital. On sort du poste pour aller patrouiller dans la ville. Juste pour que vous ayez des images en tête, Guillaume porte l'uniforme de police avec une veste anti-balles et son arme de service. La seule distinction que je remarque par rapport aux autres patrouilleurs, c'est l'épaulette avec l'inscription EMIP qu'il porte. Sylvie, pour sa part, est habillée plus comme un civil. Elle porte une veste bleu marine, de la même couleur que l'uniforme de police, avec une mention de l'EMIP brodée dessus. Elle porte ses propres pantalons et des souliers de sport. L'EMIP utilise un gros SUV banalisé, un véhicule du service de police. Guillaume s'installe au volant et Sylvie est passagère. Là, je vais me loguer à l'ordinateur. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la route pour voir le temps qu'on se prépare. Est-ce que j'ai manqué une intervention ou est-ce qu'on pourrait être utile? Mais là, on a déjà une première mission qui est de retrouver un monsieur... Dont on parlait tantôt. Dont on parlait tantôt, exactement. Fait que, tu sais, je connais ses allées et venues pas mal à ce monsieur-là. Je connais les points où est-ce qu'il aime se tenir. Fait qu'on va aller patrouiller ces secteurs-là pour voir si je le verrai pas. Avez-vous déjà intervenu auprès de lui? Moi? Oui. À des centaines de reprises. Oui, oui. Monsieur, une altercation avec son voisin de famille, il a dit qu'il donnerait un coup de couteau d'en face. Il n'y avait pas le couteau dans les mains, rien, là, sur des paroles. Je vais appeler les gars, je sais que ça date, là, ça fait 45 minutes qu'ils sont en intervention, mais ce monsieur-là, je le connais vraiment bien. Puis toi aussi, je pense qu'on est déjà intervenu souvent chez lui. Je vais regarder. Moi, ça me dit rien, mais possiblement. Écho 2 à Charlie 12 ou 13. Je m'y prends tard, là, parce que je viens de rentrer dans le véhicule, mais je vais voir si tu peux avoir besoin de moi avec ton monsieur. Là. Je le connais vraiment, vraiment bien. Fait que des fois, je pourrais peut-être te donner un coup de main. C'est bien gentil, mais il nous avait faire celui-là, il était trop livre, puis il avait été récupéré ça, fait que pour sa sécurité, peut-être que les grises auraient été avec nous autres. OK, bien, je vais en prendre note, puis plus tard à soir, vers 9h, je vais aller faire une intervention aux cellules avec lui, peut-être pour essayer de l'envoyer faire sa fin de dégrisement au lit de dégrisement du partage pour qu'on se libère de le surveiller dans nos cellules.
C'est un monsieur que je connais qui a perdu son appartement. Lui, ce monsieur-là, ce qui le tenait en vie, c'était les chats. Il y avait une trappe chez eux dans son appart, puis il recevait les chats errants de tout le quartier. Écoute, on a déjà fait une intervention chez eux avec la SPA parce qu'il y avait des chats morts dans son congélateur. Puis quand il a perdu son appartement, c'était même pas ça qui faisait qu'il devenait suicidaire. C'est que la SPA partait avec tous les chats qu'il y avait dans cet appartement-là. Puis là, de ce que je comprends suite à ça, c'est qu'il dort à gauche et à droite. Il s'est pas encore trouvé d'appartement à temps plein. Là, aujourd'hui, il était trop en boisson. Fait que la personne qui l'a dépanné voulait l'expulser de chez lui. Puis là, ce qui fait qu'il l'amène ici au CELUS parce que là, il est en état d'ébriété trop avancé. Trop avancé pour quitter. L'autre, il sommet de quitter. Le gars à l'appart, il a dit « tu quittes ». Mais il est tellement chaud qu'il n'arrive pas à se déplacer. Il n'est pas capable de quitter. Puis s'il quitte, il va être trop chaud dehors sur le trottoir. Fait que ça va être dangereux pour lui. Puis pour la petite histoire avec... il avait fallu que la SPA parte avec, là, le chat congelé. Là. J'avais fait une belle cérémonie de recueillement. Avec lui? Avec lui, mon partner, puis l'intervenante de la SPA. Ah ouais. J'avais fait une belle prière pour Timine le chat. Ah. Quand tu proposes une idée comme ça, tes collègues, ils doivent te trouver flyé un peu, non? Oui. Moi, je me souviens, avant même que les MIP commencent, je travaillais pour Urgence Détresse dans ce temps-là. Puis là, je me déplace sur les lieux d'une personne suicidaire qui s'était barricadée. Quand j'arrive sur place, ils sont entrés en contact avec la personne. Fait que la personne n'est plus barricadée, ils sont dans l'appartement. Puis là, j'arrive là, puis là, il est en train de jouer une toune à guitare, puis il chante. Mais là, il arrête parce que j'arrive, tu sais. Fait que moi, je rentre là, puis je commence mon intervention, là. Puis, je commence à jaser avec lui. Puis là, Guillaume, que je connaissais pas dans ce temps-là, il dit « Hey, attends un petit peu, excuse, parce qu'il est en train de nous jouer une toune à guitare. On peut juste finir la toune, tu sais, puis tu pourras commencer l'intervention après. » Fait que là, j'avais fait « Oh, OK, je m'adapte au style du policier, là. » T'aimes ça, le raconter? Ça fait une couple d'années, mais ça t'avait marqué, ça. Ben oui, ça m'avait marqué parce que, tu sais, ça avait comme replacé, là, mon espèce d'impression qu'il faut toujours que je sois plus efficace et dans... Tu sais que là, OK, non, avec certains policiers, c'est correct, on peut prendre soin du lien, puis ça passera pas comme notre fameuse réputation comme qu'on perd des nuages, là. Tu sais, si on s'occupe du lien, ça peut être correct, dépendamment de la personne. Fait que ce que tu as fait à l'époque avec la chanson, c'est un peu ça qui est maintenant la philosophie de l'escouade, un peu, là, dans le fond. De prendre le temps puis de désamorcer. Là, c'est vraiment différent parce que là, on travaille ensemble aussi depuis longtemps, puis avec tous les policiers. Puis, fait que là, ils savent, quand on prend notre temps, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ils savent qu'on est en train de créer un lien. Puis nous, on le sait qu'ils savent aussi, ce qui fait qu'on se permet d'aller plus loin là-dedans. Puis là, ben, dans la collaboration, c'est extraordinaire parce qu'on ne sent pas cette pression-là de la part des policiers que je pouvais sentir avant quand je travaillais des fois avec un patrouilleur, des fois avec un autre, puis que je sentais qu'eux autres, il y avait hâte que ça finisse, là. Souvent, prendre son temps, ça va être un gage de rapidité parce que après ça, l'intervention va être plus facile. Puis si l'intervention est plus facile, on va gagner du temps. Puis on gagne du temps à moyen long terme parce que souvent, on va réintervenir avec ces personnes-là. Puis si le lien il était positif, que ce soit avec moi ou avec un prochain patrouilleur, si moi, dans mon intervention avec l'ATS, le lien de confiance a été établi puis qu'il a été bon cette fois-là, bien, le prochain patrouilleur qui va intervenir auprès de cette personne-là, ça va déjà être plus facile pour lui aussi. Je me demandais qu'est-ce qui peut pousser un policier à vouloir changer ses façons de faire et à intégrer une équipe comme les MIP. Ce qui m'a amené là, c'est ma vision de cette clientèle-là. Je trouvais que les méthodes de travail qu'on utilisait avec cette clientèle-là étaient pas bien adaptées. Tu penses-tu que la situation de ton frère, elle a eu quelque chose à voir là-dedans? Ben, dans ton intérêt ou dans... Je me suis souvent dit, est-ce que j'aimerais que les policiers interviennent de cette façon-là avec mon frère? Puis la réponse était souvent non. Fait que je me suis dit, bon, ben, si je suis pas d'accord avec ça, ben, vaut mieux être le vecteur de changement. Fait que c'est comme ça que j'ai décidé de m'impliquer plus là-dedans. Là, c'est un bout technique, là, mais faut mettre du gaz dans la vie. Après avoir fait le plein d'essence, on repart en patrouille, toujours à la recherche de l'homme sous ordonnance.
On se déplace dans un secteur chaud de la ville où cet homme a l'habitude de se trouver. En arrivant dans le secteur, Guillaume repère une femme dans la rue qui quête entre les voitures arrêtées au feu rouge. Un comportement illégal en vertu des règlements en vigueur. Guillaume intervient. Salut, Mélissa. Non, comment ça va aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui? Ça va dépendre de comment tu es avec moi. Comment ça va? Ça va comme ci, comme ça. Y en a-tu qui t'ont menacé? Hein? Y en a-tu qui t'ont menacé? Des fois. Des fois. T'es allé à l'hôpital, ça fait pas longtemps? Comment ça va depuis? Ben, mon bras, il est désenflé, là. Ils m'ont fait... Toi, tu t'es injecté quelque chose, puis ton bras, il a enflé? Je pense peut-être que c'était mon cœur. T'as-tu de la médication, là? T'as-tu un petit plan de suivi avec quelqu'un? Ben, j'ai eu une anti-infection, là. Puis là, tu ramassais de l'argent, pourquoi? Parce que là, il y a du monde qui dit que je dois de l'argent, là. Fait que dans l'antiné, ça me tente pas de manger une claque. OK. On peut-tu me laisser faire l'argent que je mange pas une claque? Ben, moi, là, je te donne un break, je te donne pas de ticket, mais tu le sais, là, les prochains patrouilleurs qui vont passer, là, ils te donneront pas de chance, eux autres. Tu vas te savoir de quoi à manger? Je sais pas. Tu le sais pas encore? OK. Attention à toi. Je remarque que lorsque cette dame s'approche du véhicule, c'est d'abord à la contravention qu'elle semble penser. Je me demande si elle avait été abordée par une équipe de travailleurs sociaux. Aurait-elle demandé des soins ou de l'aide plutôt? Je demande à Guillaume et Sylvie quelle est la politique de l'EMIP en termes de contravention. Il en donne-tu ou il en donne pas? L'EMIP donne pas de ticket d'habitude, hein? Moi, Non, je peux en donner. Il y a des fois que j'en donne, là, quand ça va trop loin, mais même si j'en donne un, dans 10 minutes, elle va être revenue, puis elle va quitter encore. Fait que j'aime mieux utiliser un autre type d'approche avec elle, puis de créer un meilleur lien, puis après ça, intégrer une travailleuse sociale auprès d'elle ou un travailleur de rue, que d'arriver puis toujours être en répression avec elle, puis qu'après ça, si elle a un besoin, elle me fera pas confiance, puis elle me parlera pas, puis je pourrai pas plus l'aider. Oh, il est là. Ça va? Faut que je vienne te parler, ce sera pas long. Je m'en viens de parler. C'est lui, mon monsieur. Non, mais si tu sors avec ta perche, non, par exemple. OK. Ouais, moi, j'ai mis mon micro à rien. Sylvie et Guillaume interviennent auprès du monsieur sous ordonnance. On m'a demandé de ne pas m'approcher avec mon microphone pour respecter la confidentialité. L'intervention a duré presque 1h15. De retour dans l'auto, je demande à Sylvie et Guillaume de me résumer leur intervention. Ben là, il s'en va à l'urgence psychiatrique pour la nuit. Je leur remets le papier, puis eux autres, il faut qu'ils le gardent jusqu'à temps que la psychiatre elle rentre et qu'elle décide. Tiens, je te laisse ces médicaments. Fait que, ouais, merci. Moi, dans le fond, je vais retexter sa psychiatre pour lui dire que finalement, l'organisme, ça l'a pas fait, puis qu'on est rendu à l'hôpital. Je suis obligé d'avouer que j'aime ce que je vois. Sylvie et Guillaume travaillent de façon respectueuse et humaine. De la part de Sylvie, travailleuse sociale, ça me surprend pas trop. Pour ce qui est de Guillaume, comme policier, c'est plutôt atypique. Il est loin d'un travail policier expéditif et dominé par la force auprès des personnes en crise. Je me rappelle d'ailleurs, il y a une vingtaine d'années, quand j'étais procureur à la cour municipale, j'avais passé une nuit complète d'observation avec les policiers. Dans toute la nuit, il y avait eu une seule intervention policière. Il s'agissait d'une mère qui avait appelé la police au sujet de son propre fils qui souffrait de troubles de santé mentale. 5 minutes après notre arrivée sur les lieux, le jeune homme, un colosse, se tenait hagard entre les voitures dans le stationnement du bungalow. Ne répondant pas aux ordres des policiers, il a soudainement tenté de cracher à la figure de l'un des agents qui l'entourait. En quelques secondes, il était couché par terre, maîtrisé et menotté, le visage dans la neige fraîchement tombée. Avec les MIP, on est ailleurs. En l'absence de Guillaume, parti téléphoner à la psychiatre, je demande à Sylvie en quoi son statut de travailleuse sociale favorise un meilleur accueil lorsqu'ils accompagnent une personne à l'hôpital. C'est ça, la beauté de l'EMIP, là. Moi, ce que je constate, c'est quand on vient avec quelqu'un, c'est pris plus au sérieux que si on recule de 5 ans. Mm-hmm. Que là, ça arrivait souvent que les policiers amenaient quelqu'un contre son gré à l'hôpital, mais pas toujours suite à une bonne évaluation, ce qui faisait en sorte que peut-être que les médecins avaient tendance à prendre moins au sérieux, là, entre guillemets, là.
Jusqu'à quel point tu as un rôle d'éducation dans l'échange que vous avez avec les policiers? Bien, je pense que je peux amener sur comment interpréter les réactions des individus, tout ça, à travers peut-être une lunette plus qui considère là, les problèmes de santé mentale. C'est vraiment une intervention d'équipe qui s'implique dans notre intervention. Là. Guillaume, de retour dans la voiture, renchérit sur le partage de culture qui se développe au sein de l'EMIP entre le service de police et les services de santé. En 3-4 ans, là, on a changé des méthodes de travail en santé mentale puis en propos suicidaires qui dataient des décennies. Là, Guillaume enchaîne avec une notion que je trouve importante. Les gens qui se font arrêter dans la rue sont généralement déjà connus des services médicaux et des services sociaux. On s'est aperçu qu'on connaissait beaucoup la même clientèle. Tu sais, moi, je pouvais dire, hey, lui, moi, je le connais, là, on lui a donné un paquet de tickets. Ça fait 2 semaines qu'il est sur une dérape d'alcool puis qu'il est dans nos jambes. Puis là, la TS à côté, elle fait, ah, ouais, ben, c'est drôle que tu me dises ça. Moi, ça fait 2 semaines qu'il se présente plus au bureau, tu sais, pour venir chercher nos services. C'est drôle à quel point que 2 entités qui se parlaient pas connaissaient le même monde, mais sans jamais intervenir de la même façon sur cette même personne-là. Mais qu'un coup, ces 2 entités-là, assis dans le même char de police, c'est donc bien complémentaire d'intervenir sur cette personne-là. T'sais. Merci. De retour au poste, on prend une pause pour manger. Je me déplace dans le poste avec Guillaume. Il parle à tout le monde. Il aime vraiment ça, jaser puis faire des blagues. Sylvie, pour sa part, est un peu plus réservée, mais tout aussi ouverte. À table, on parle de kayak et de voyage à vélo en famille. Sylvie et Guillaume aiment leur travail, c'est évident. C'est ici que prend fin la première partie de cet épisode sur les MIP. Pour connaître la suite, je vous invite à écouter la 2e partie dans l'épisode suivant. Merci d'avoir été là et à bientôt. Cette série est réalisée et produite par Philippe Miquel. Conseil dramaturgique, Mathilde Béninus. Conception sonore, Marie-Pierre Grenier. Mixage sonore, Nata Huot. Musique originale, Jean-Olivier Bégin. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada et du Greenberger Center for Social and Criminal Justice. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Pour des remerciements détaillés et pour approfondir chacun des épisodes, je vous invite à consulter portetournante.com. Porte Tournante est une production de Les Vues de l'Esprit.